parler autriche, là, c'est pas le mot. Quoi. Oui, c'est Non, pas mais bon, bien. voilà. C'est pas évident. Bonjour Marie-Laure. Je suis pas venu pour le moment. Bonjour Dominique. Donc, nous sommes toujours au salon de Saulieu avec Marie-Laure Genet. Et bon, maintenant, ça va. Comment te décrirais-tu si je dis autrice jeunesse, ça te va ou pas? Oui, mais ouais. Si tu dis, pardon, Autrice jeunesse. si tu dis auteur jeunesse, ça me convient tout à fait, vu que je trouve le mot autrice très laid, comme tu le sais. Voilà. Mais je m'y fais peu à peu, comme quand on se fait. Ça va venir, t'inquiète pas. Mais je crois Auteur que fantastique Ouais, jeunesse me à convient. Bazoche, tu m'as acheté. Donc fantastique. Alors, Ceux-là, tu as écrit 2 livres, donc L'Arche en péril et Pour Non. sauver Jeanne d'Arc. Et sur les deux, il y a marqué L'explorateur des vitraux. Peux-tu nous en dire plus? Alors c'est une série, le 3e tome est en cours. Il s'agit d'un jeune garçon qui a des pouvoirs magiques et qui parvient à rentrer dans les vitraux pour tenter de sauver le monde, parce que le concept c'est quand un vitrail est abîmé, ça risque de modifier en fait la scène, enfin le passé en fonction de la scène que le vitrail représente. Donc la mission de Zéphirin dans le 1er tome par exemple, ça va être de retourner dans le passé pour se retrouver sur l'Arche de Noé, si tant est qu'elle existait. Parce que l'Arche de Noé, bien sûr, est un mythe. Mais il y a de grands scientifiques qui ont prouvé qu'il y avait eu, bien sûr, non pas un déluge, mais une inondation, sans doute il y a quelques milliers d'années, que les gens de l'époque ont pris pour un déluge divin, et donc on présuppose que, bien que le déluge soit un mythe, il peut y avoir un homme qui s'appelle Noé, qui est embarqué avec sa famille sur une arche, avec des couples d'adultes. Évidemment, comme c'est du fantastique, on peut se permettre de faire un petit peu de second degré, sans penser que cette scène, enfin cet épisode a existé d'une façon purement religieuse. Voilà. Et donc ce jeune garçon, il se retrouve sur l'arche, une fois qu'il a traversé le vitrail de Noé qu'on trouve dans la cathédrale de Chartres, et il va tenter d'empêcher l'arche d'être foudroyée. Va-t-il y arriver? Vous le saurez en lisant le livre. D'accord. Je vais me précipiter. Puis il y a les fers aussi, non? Ça doit être dur de les faire, hein? Et donc le deuxième, Pour sauver Jeanne d'Arc, donc j'imagine que ça parle pas de Jeanne d'Arc. Alors, ça ne parle pas du tout de Jeanne d'Arc, bien sûr je plaisante. Il se passe à Auxerre celui-là. Parce que mon éditeur est en Bourguignon et ma maison d'édition, la maison d'édition qui m'édite est en Bourgogne, temps impossible, que je remercie au passage. Eh bien c'était assez cohérent que je fasse quelque chose qui se passait à Auxerre. Et j'ai découvert en plus que dans la cathédrale d'Auxerre, il y avait un magnifique vitrail de Jeanne d'Arc. Donc c'est un petit peu le même principe, sauf que là ce n'est pas juste un vitrail détérioré par le temps et la pollution comme dans la cathédrale de Chartres, c'est un vitrail qui a été abîmé à cause de l'inconséquence d'un garçon qui a jeté un caillou dessus. Jeanne d'Arc a eu son aume fissuré. Du coup, c'est comme si elle n'avait pas eu le temps de libérer Orléans. Orléans est resté aux mains des Anglais. Et du coup, la France est devenue anglaise. Et ça a des conséquences absolument épouvantables puisque les maisons s'effondrent, enfin, etc. Et il va falloir à nouveau que Zéphirin retourne en 1429, en pleine guerre de 100 ans, pour tenter de sauver Jeanne d'Arc, non pas pour de bon, mais le temps qu'elle délivre Orléans. Alors on verra dans ce livre, je n'en dis pas plus, mais Zéphirin, c'est mon héros, Zéphirin, il se retrouve confronté à un dilemme. Parce que le fait que la France devienne anglaise, ça va lui apporter quelque chose d'extraordinaire dans sa vie qui va le faire beaucoup hésiter à retourner dans le passé pour rétablir le cours des choses et sauver Jeanne d'Arc. D'accord, donc en fait, tu nous as parlé ici d'un 3e volume. Tu m'as dit qu'il était en cours. C'est un rapport avec le fait que tu sois prof? Parce que là, c'est peut-être momentané, c'est Tu peux répéter la question? Tu nous as dit que le 3e volume était en cours. Ah oui, en cours, d'accord. En cours, leçon, très bien. Non, ça n'a aucun rapport. Voilà. C'est simplement que, alors le 3e, puisqu'il est prévu justement le 3e tome qui soit étudié en 3e, en classe de 3e, il va avoir un rapport avec le programme d'histoire de 3e. Ça va s'appeler en principe Les fantômes du débarquement. Voilà. J'ai eu plusieurs titres de travail, mais j'ai été obligée de modifier car mon premier titre de travail en fait était déjà pris. C'est ballot. Oui, on se demande par qui. Voilà. Et donc ça va se passer à Sainte-Mère-Église, dans la nuit du... Voilà, enfin, Zéphirin va remonter le temps et ça va se passer dans la nuit du 5 au 6
juin 1944. Donc le débarquement. Le débarquement, et avec les parachutistes, les marais autour de Sainte-Mère-Église, etc. Et là, puisque moi, mes romans, ils sont conditionnés au fait que je dois avoir un vitrail. Je ne peux pas, par exemple, dire eh bien, ça va se passer en Bourgogne au temps de la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'il me faut un vitrail de la Deuxième Guerre mondiale. Or, il y en a peu. Il y en a quelques-uns en Normandie, et précisément à Sainte-Mère-Église, on a un vitrail de parachutiste qui date de 1972. Donc c'était totalement idéal pour l'intrigue de mon livre. Il y a des vitraux de la guerre en Bourgogne, il y en a un certain nombre, mais ce sont des vitraux de la Première Guerre mondiale. Et donc c'était pas du tout adapté, bien évidemment, à l'intrigue de mon roman. Et donc après le volume 3, ça s'arrête ou il y aura un volume 4, 5, 6? Alors, je n'ai pas encore décidé. Ce qui est sûr, c'est que je ferai une fin ouverte à la fin du 3e tome. Je ne ferai pas, voilà, ce ne sera pas une fin définitive. Mais je pense que je vais faire une pause ensuite et que je vais écrire un roman dont j'ai déjà le titre. Ça va s'appeler Le fantôme d'Alésia. Et ça va se passer, bien sûr, en Bourgogne. Et ça, c'est un roman, a priori, que je vais éditer moi-même. Et là, je te fais la transition, puisque j'ai maintenant ma propre maison d'édition. Bah oui. Ok, donc la maison d'édition est qui publie. Alors, pour le moment, j'ai publié 3 livres de Sandra Amani. Le premier, c'était Légende et récits du Morvan en 2019. Alors ça, je le fais dans le livre, je tiens à remercier les éditions Temps Impossible. C'est le livre rouge, Légende et récits du Morvan, parce qu'en fait, ce sont des légendes déjà publiées chez Temps Impossible. Et avec l'aimable autorisation de Dominique Vallet, j'ai pu reprendre certaines de ces légendes, les adapter pour que ce soit conforme à ce qu'on peut attendre pour un public jeunesse, et elles sont surtout abondamment annotées. C'est un livre qui a été acheté en collège, et c'est un livre qui est tout à fait propice à être étudié en collège, puisqu'il est adapté à un jeune public, et en plus il reprend tout un tas de thèmes qu'on étudie notamment en 6e, voilà, des monstres à 7 têtes, des choses qui se rapprochent de la mythologie, qui sont tout à fait adaptées à un jeune public et à un public scolaire. Voilà. J'ai ensuite enchaîné parce que ce n'était pas réellement prévu que je devienne éditrice. Ça s'est fait, je pensais m'arrêter à ce livre-là. Et à la fin de l'année dernière, Sandra Amani m'a demandé d'éditer un roman qui dormait depuis longtemps, sur lequel j'avais beaucoup travaillé, sans savoir qu'il serait pour moi. Et ce roman s'appelle Le train mystérieux du Morvan. Et c'est un roman fantastique jeunesse, mais qui plaît beaucoup aussi à son public adulte, nombreux et fidèle. Et voilà, ça se passe à Saint-Céléry-Ouvray, dans le Morvan, dans une gare désaffectée. La gare est désaffectée, mais il y a quand même une vieille dame sur le quai qui attend le train, et on entend le train qui siffle loin. Donc que va-t-il se passer? Et enfin, la nouveauté. La nouveauté, c'est Légende de Noël en Bourgogne. Alors c'est un petit peu différent de ce que fait Sandra d'habitude chez ses autres éditeurs, Temps Impossible et l'Escargot Savant. C'est-à-dire que ce n'est pas un livre à 20 € avec 20 légendes, c'est 10 €, 10 légendes. C'est un plus petit format. C'est un livre qui reprend, qui se passe vraiment dans plusieurs endroits de Bourgogne. Ça se passe dans les 4 départements. Et c'est forcément soit à Noël, comme le titre l'indique, soit la veille de Noël. Alors ça joue vraiment sur la nostalgie de Noël, sur voilà, il y a beaucoup le diable bien sûr, parce qu'il est forcément présent à Noël. À Noël et dans son combat avec voilà, donc le diable est assez présent, et on retrouve, il est déjà qu'il est dans les détails. C'est ça. Et on retrouve donc la nostalgie des Noëls d'antan, on a beaucoup de photos dans la neige, voilà, les thèmes sont divers et variés. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à l'éditer et à faire le travail avec Sandra, puisque j'aime bien ce concept où je fais un petit peu tout de A à Z, c'est-à-dire, voilà, je reprends les textes, je les corrige avec Sandra. Pourquoi tu rigoles? Je choisis avec elle les illustrations. Là, il tente de filmer l'auteur, mais elle est occupée. Je fais la mise en page, enfin voilà. Et là, pour la première fois, je suis très fière. J'ai fait la maquette de couverture avec le magnifique tableau que Pierre Labrousse, peintre éminent du Morvan, a eu la gentillesse de me laisser utiliser. Est-ce que je peux le retourner pour qu'on voit? Voilà, donc c'est un tableau en fait qui fait toute la couverture. On retrouve la suite derrière avec la photo et le texte, bien sûr.
Et donc je suis, étant vraiment autodidacte, je suis assez fière de cette couverture simple certes, mais qui ne serait pas aussi belle sans le magnifique tableau de notre ami Pierre. Et tu as prévu d'éditer d'autres gens que Sandra Mani du coup? Actuellement, je travaille sur un roman de J.P. Vieren, qui lui a plusieurs cordes à son arc, qui est à la fois peintre, sculpteur, auteur. Il a déjà publié, auto-publié en fait, plusieurs livres. Et donc là, je suis en train de retravailler sur son roman. Alors il est très content apparemment du travail que je fais dessus. Et ce qui est pratique, c'est quand on édite un peintre, c'est qu'il a la gentillesse de fournir le tableau qui va illustrer sa couverture que j'ai déjà réalisée aussi. Et donc je l'édite avec beaucoup de bonheur parce que si j'édite quelqu'un, il faut qu'il y ait une relation affective avec la personne. Ça c'est la première chose. Il faut que ce que la personne écrit me plaise, ça me paraît indispensable. Et il faut que le travail avec la personne aussi soit agréable. Moi je travaille, voilà, parfois je dis les choses de façon un petit peu abrupte quand quelque chose ne va pas. Et la personne en face, il est nécessaire pour moi qu'elle ait une certaine souplesse par rapport à ses écrits. Et quand parfois je dis que quelque chose ne va pas, et bien ça ne va pas. Et parfois certaines choses se discutent et d'autres ne se discutent pas. Et travailler avec JP sur son roman, alors qu'il a publié bien plus de livres que moi, il en vend beaucoup en salon, etc. Travailler avec lui, c'est un vrai bonheur. Tout comme travailler avec Sandra est un vrai bonheur également. Et donc l'apparition, c'est pour? Quand j'aurai fini la relecture, mais c'est un livre qui va avoir une couverture enneigée, donc je veux qu'il sorte avant Noël. J'espère qu'il sortira avant fin novembre. Là, c'est en bonne voie. Oui, donc très bientôt. On en est à la 3e relecture, mais alors moi je fonctionne comme ça, je fais une première correction, corrigé A, corrigé B, corrigé C, on en est corrigé C. Il y aura sans doute un corrigé D, peut-être un corrigé E, et après ça partira à l'impression. Ok, ben merci Marie-Laure. Merci Dominique. Bon salon et à très bientôt. Merci. Au revoir.